Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Vous avez rendez-vous avec votre magazine d'information de la mi-journée, le Métronome, dernier numéro de la semaine, mais dernier numéro du mois d'octobre, un mois dédié à la lutte contre les cancers féminins au Gabon, la mobilisation sur le terrain des plus hautes autorités, mais également de la société civile, ONG, associations engagées dans le cadre de la lutte contre ces cancers qui représentent un véritable problème de santé publique. Selon un dernier rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, 135 000 femmes en Afrique pourraient mourir du cancer du sein d'ici à 2040, d'où la mobilisation qui s'accentue sur le terrain, la recherche des mécanismes efficaces pour pouvoir inverser la courbe. Et dans cette émission de ce 31 octobre 2025, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Je reçois sur le plateau de l'émission Le Métronome Jessica Medza Alogo. Elle est directrice générale des Petits Pots de Logoué, une marque connue au Gabon et bien au-delà de nos frontières. Madame Alogo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. J'ai également le plaisir de recevoir Yvon Ndiengui, Moussavou Ndiengui, Yvon, qui lui est le directeur général du cabinet Nzil Conseil. Monsieur Moussavou Ndiengui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être également sur le plateau de Télé Africa pour que nous puissions mettre le marqueur sur ces campagnes de lutte contre les cancers. Il a été évidemment prouvé que dans le monde, deux cancers sont notamment dévastateurs au sein de la gène féminine mondiale et notamment en Afrique, les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Les petits pots de Logoué, cette année 2025 encore, se sont donc invités à cette campagne de lutte contre les cancers féminins. Jessica Medza-Alogo, pourquoi est-ce que vous avez une fois de plus décidé à être sur le terrain social, à consacrer vos efforts pour lutter contre les cancers féminins à travers un programme spécial appelé Pepo for Boobs? Et d'ailleurs, c'est quoi Pepo for Boobs? Alors, Pepo for Boobs, dont Pepo, c'est l'abréviation des petits pots de Logoué, for pour et boobs les seins. Donc, c'est un mouvement qu'on a initié chez les petits pots de Logoué en 2023 pour venir en appui aux femmes vivant avec le cancer et pour faire la promotion du dépistage précoce. Donc c'est une campagne qu'on lance chaque année au mois d'octobre. C'est une campagne qui allie la prévention, l'expression artistique locale et la saine alimentation. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous réalisons une édition limitée de confiture à très faible teneur en sucre. Cette année, on a choisi le bissap pour ses propriétés antioxydantes. On fait dessiner l'étiquette par une artiste gabonaise. Cette année, nous avons travaillé avec Mariciane Kogué. Et cette édition limitée, donc on la distribue, on la vend dans nos réseaux de distribution, à notre atelier ou à des entreprises qui s'engagent avec nous et deviennent des partenaires. Et nous reversons l'entièreté des bénéfices à des associations. Cette année, nous travaillons avec l'ASAFAC, qui est une association qui accompagne les femmes vivant avec le cancer, et ASI, Action Solidarité Internationale, qui est une action qui accompagne les jeunes femmes vulnérables. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer la solidarité, la gourmandise à travers nos produits et aussi les artistes locaux. La démarche est plutôt originale, évidemment, celle de pouvoir ratisser large, toucher le maximum de personnes possible pour un réel engagement dans le cadre de la prévention contre les cancers féminins. Yvon Moussavou Ndiengui, alors vous en tant que cabinet conseil, quel est votre apport? Comment cet apport se décline-t-il de façon pratique dans le cadre de cette lutte contre les cancers féminins, du moins pour cette année 2025? Alors, notre rapport en tant que cabinet conseil, c'est déjà de la sensibilisation, l'information et aussi la formation. Parce que pour aller dans le sens de ce que fait Jessica, nous, on a essayé, parce que nous, en fait, on fait dans tout ce qui est RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi HSE, donc tout ce qui est sécurité, santé au travail. Et dans ce cadre-là, en plus de parler, par exemple, des cancers du col de l'utérus et des cancers du sein, on a aussi une approche un peu plus large qui va concerner aussi les travailleurs. Par exemple,
de nos interventions pendant le lancement de la campagne à la Chambre de commerce, on a évoqué par exemple les cancers professionnels, dont on ne parle pas assez. Parce que c'est vrai que les cancers féminins les plus connus sont les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, mais les cancers féminins aussi peuvent être provoqués par des cancers qu'on appelle des cancers professionnels. Donc sur les lieux de travail aussi, donc là on parle de sécurité santé au travail, on peut aussi être atteint d'un cancer parce que on va être exposé à des substances cancérigènes par exemple. Donc c'était aussi l'occasion, en plus de cette campagne, de venir dire aussi qu'il faut faire attention parce que même sur le lieu de travail, on est aussi exposé. Alors pour cette année 2025, l'Organisation mondiale de la santé a insisté sur la mise en relief on va dire, de 3 segments. Le premier en rapport avec la prévention, le second le dépistage et le troisième le soutien à apporter aux femmes malades. Pour ce qui est du premier segment en rapport avec la prévention, comment est-ce qu'elle se décline dans un cadre professionnel? Alors, il faut savoir que dans le cadre professionnel, notamment dans certaines entreprises, si on prend le cas du Gabon, dans certaines entreprises, il y a déjà des programmes et des politiques qui sont mises en place. Je pense que vous connaissez l'adage qui dit que le cordonnier est toujours mal chaussé. C'est par exemple ce paradoxe aussi qu'on vit au Gabon qu'on connaît, par exemple avec la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, l'État qui est censé mettre en place les politiques de santé publique, mais on se rend compte que dans le secteur public, par exemple, ces mesures ne sont pas forcément mises en place. Donc c'est aussi notre rôle de venir dire qu'il faudrait que dans le secteur public, par exemple, on doit mettre en place ces politiques de sécurité santé au travail, notamment avec la sensibilisation, la prévention, parce que Octobre Rose, ce n'est pas juste une journée. Voilà pourquoi est-ce que je suis sensible à ce que Jessica fait, parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'associations, de groupes, plein de structures qui vont vous dire oui, Octobre Rose, c'est pour une journée. La campagne People for Boost a été lancée le 4 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Il n'y a pas eu on va dire, de rupture dans la campagne de People for Boost. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est effectivement, tout le mois a été occupé. Dédié à cette lutte contre les cancers féminins. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que c'est juste une journée comme symbolique. Ça, en passant, et puis après, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi ces actions nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça que nous, on supporte aussi ce que Jessica a fait à travers aussi des partenaires comme la Chambre de commerce et tout. Parce qu'on se dit, ça, ce sont des actions porteuses. Et il faudrait que, au-delà de la symbolique, il faudrait que l'État aussi porte ce projet pour dire que ce n'est pas juste une journée en passant ou alors... non, il faudrait qu'on mette en place aussi des politiques de sensibilisation, de prévention, d'abord dans les ministères aussi. Voilà, ça veut dire que pour vous, évidemment, l'aspect curatif est important, mais comme on le dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que la prévention devrait permettre de pouvoir faire en sorte que l'on ait des diagnostics plus tôt, au lieu que de les découvrir plus tard, ce qui ferait en sorte que finalement on passe par la case prise en charge. Donc pour vous, il faut limiter la case. Et limiter la case, c'est commencer par le commencement, donc par la prévention. Mais bien sûr, parce que en sécurité santé au travail, l'un des premiers principes de la sécurité santé au travail, c'est la prévention. Parce qu'après, c'est trop tard. Parce que en sécurité santé au travail, un peu comme en médecine, ce qu'on veut éviter, c'est l'accident. Donc, pour éviter un accident, il faut d'abord prévenir les causes de cet accident. Et nous, en sécurité santé au travail, on va par exemple avoir ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'est un risque, ce qu'est un danger. Pourquoi il y a le danger? Puisque le danger est la source de l'accident. Donc, si on sait déjà quel est le danger, forcément, on va pouvoir évaluer les risques et pouvoir ensuite agir en amont. Et c'est ça, justement, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a déjà les systèmes d'évaluation de risques qui sont déjà connus et les politiques sont mises en place. Malheureusement,
et c'est ce que, et ça c'est un des points sur lesquels on est en train de se battre, il faudrait aussi que dans les ministères, dans les collectivités locales, il faudrait qu'on ait justement les départements sécurité, santé, santé au travail qui soient mis en place pour prévenir justement ce genre de problématiques. Aujourd'hui, comme je disais, par exemple, les cancers professionnels. Nous sommes ici au Como, enfin, au centre-ville. Juste à côté, vous avez l'hôpital général. Mais par exemple, si on prend juste par exemple, le cas de l'hôpital général, il y a des soignants qui sont exposés à des substances cancérigènes. Au niveau des mairies, nous avons des gens par exemple qui font dans la dératisation. Ces produits, il y a certains des produits qui sont cancérigènes. Mais si on avait des services dédiés spécialement à la sécurité santé au travail dans ces structures, on saurait que avant d'acheter par exemple tel produit, il y a ce qu'on appelle les FDS, donc les fiches de données de sécurité, on connaît déjà les risques auxquels on est exposé. Et par rapport à ça, on peut peut-être mieux prévenir, parce qu'en sécurité santé au travail, il y a soit la suppression, soit la substitution. D'accord. Donc là, on est dans le cadre professionnel. Jessica Mezzalogo. Alors, vous avez choisi, donc, on l'a dit, une démarche plutôt originale à travers la campagne People for Boobs. Les deux confitures dédiées à cette lutte contre le cancer féminin. Est-ce que vous vous êtes dit, on le fait pour essayer de contourner certains tabous, pour rendre la chose moins rigide, plus humaine? Exactement. On essaie d'apporter beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur à cette campagne parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de tabous encore aujourd'hui autour de la maladie. Moi, j'ai personnellement perdu une sœur du cancer du sein et qui est partie trop tôt et de manière très injuste. Mais justement, je connais un peu le prix de la peur, de la honte, des tabous qui sont encore très présents autour de cette maladie. Et donc, c'est important d'aborder cette discussion, d'apporter de la douceur à cette discussion afin de permettre de faire passer le message de prévention. On a parlé de prévention tout à l'heure. La prévention aussi, ça passe par communiquer sur les facteurs de risque. Parce que les facteurs de risque, ils sont environnementaux, ils sont liés au mode de vie, ils sont liés à l'environnement, comme on a dit tout à l'heure. Par exemple, au travail, on est exposé parfois à des substances nocives qui peuvent être cancérigènes. Dans nos modes de vie, l'alcool, le tabagisme, les relations sexuelles non protégées sont des facteurs de risque, du papillomavirus par exemple. Et il y a voilà, l'hérédité aussi. Moi, par exemple, ma grand-mère maternelle a eu un cancer du sein, donc je sais que je suis plus à risque d'en avoir un. Donc c'est important, dans la sensibilisation, c'est surtout la communication sur les facteurs de risque, informer les femmes sur les risques auxquels elles s'exposent et les amener à avoir une meilleure hygiène de vie, surveiller son alimentation, faire du sport, l'activité physique. Donc voilà, c'est tout ça. C'est les sensibiliser à leur mode de vie, à aller vers un mode de vie plus sain, qui va moins les exposer à ces risques. C'est aussi faire la promotion du dépistage précoce. Le dépistage précoce sauve des vies. Ça, c'est une réalité. Plus le cancer est détecté tôt, plus on a le choix des moyens d'intervention. Et voilà, donc le dépistage vraiment sauve des vies et c'est un message qu'on ne cesse de répéter et on vulgarise ce message-là, on encourage les femmes à aller se faire dépister. On a différents moyens, donc on a organisé une journée de lancement de la campagne le 4 octobre où on a monté une cabine de dépistage grâce à l'association Les Blouses Blanches qui nous ont offert cette cabine. On a pu dépister une trentaine de femmes. On a remonté 4 cas suspects qui ont été orientés vers la biopsie ou vers la mammographie. Et pendant tout le mois d'octobre, on tient des ateliers sur nos lieux de distribution. Par exemple, on distribue dans les magasins, Prix Import, c'est Cagado. Et sur ces points de distribution-là, on fait de la sensibilisation, on partage les gestes d'autopalpation et on encourage aussi les clients à acheter cette confiture solidaire parce que les bénéfices sont reversés aux associations qui, elles, vivent au quotidien, accompagnent les femmes vivant avec le cancer au quotidien. Et ça passe parfois par des petits gestes parce que des fois, ces femmes-là, quand on discute avec elles, parfois elles n'ont même pas l'argent du taxi pour aller voir un médecin ou ça peut être un loyer qui n'est pas payé. Donc vraiment, l'association les accompagne au jour le jour
à se battre au quotidien pour vaincre la maladie. Et c'est par ce moyen-là qu'on apporte, voilà, qu'on apporte notre soutien. Alors, pour ce qui est du dépistage, par exemple, il y a encore certains, on a parlé de tabous. Est-ce que vous pensez que ces tabous-là, ils persistent parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la part des populations, de la société? Quelles sont les cibles, selon vous, qui semblent être les plus réfractaires par rapport à la nécessité de se faire dépister? Moi, quand je discute avec les femmes, et là, vraiment, la réponse qui me revient le plus souvent, c'est la peur. On a peur d'un diagnostic, en fait. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vaut mieux savoir tôt. J'ai pas envie de dire qu'on est heureux, mais je dis que quelqu'un vaut mieux savoir se faire dépister tôt et savoir qu'on va vivre en bonne santé. Moi, je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants et j'estime qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi de me faire dépister. Parce que je veux que mes enfants vivent longtemps avec une mère en bonne santé. Et c'est vraiment, quand je discute avec les femmes, c'est vraiment ça que c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer, c'est que c'est une responsabilité pour nous de connaître notre statut et de savoir si on est en bonne santé. Mais c'est principalement la peur, les tabous, les non-dits. C'est associé à beaucoup de choses, la maladie, hein, le cancer, souvent même beaucoup qui refusent le diagnostic. Mais parce que ce qui est répandu dans la société, pour certains, quand on entend parler certaines femmes, certaines idées qui remontent à la surface, elles ont peur parce que, elles ont l'impression qu'elles vont peut-être se faire, passez-moi l'expression, hein, je m'excuse, charcuter. Voilà, elles ont peut-être peur des outils, elles ont une autre idée ou une fausse idée Oui. Voilà. Tous les traitements ne passent pas par une mastectomie complète, hein. Il y a des partiels, mais encore une fois, tout cet éventail en termes d'intervention, on ne peut y avoir accès que quand on se fait dépister tôt, effectivement. Quand on se fait dépister de manière très tardive, c'est vrai que là, on est la plupart du temps obligé de passer par la case ablation totale, mais plus c'est tôt et plus on a des chances de vivre... Voilà, de continuer à vivre sa vie en bonne santé sans chirurgie tellement intrusive. Mais effectivement, c'est toutes ces peurs-là et qui sont compréhensibles, mais c'est donc d'autant plus important. On parlait de prévention tout à l'heure. Pour moi, la prévention, c'est vraiment toute l'année. La prévention et la sensibilisation sur les cancers féminins, c'est toute l'année. On y met un accent particulier au mois d'octobre et c'est bien d'avoir ce mois-là où on met l'emphase sur le dépistage, sur la prévention et on parle du cancer. Et il faut qu'on continue à avoir cette emphase qu'on met en exergue chaque année, mais c'est toute l'année. C'est toute l'année qu'on doit parler aux femmes, c'est toute l'année qu'on doit les sensibiliser. Donc on doit leur expliquer aussi. Je pense que les femmes manquent aussi finalement d'accès à l'information et finalement, elles ont des informations erronées, biaisées, qui viennent de personnes qui ne sont pas forcément compétentes en la matière et qui finalement transmettent des idées erronées de génération en génération. Et donc, c'est important de leur donner la bonne information. Et au mois d'octobre, on a des médecins, on a des spécialistes du cancer qui sont là pour parler et pour communiquer sur les sources de risques, sur les moyens de prévention, sur les moyens de réparation et de traitement aussi. Et c'est important que la bonne information les atteigne pour qu'elles aient... Parce que je pense que le savoir, c'est l'outil le plus puissant qu'on puisse mettre à disposition des hommes et des femmes. Quand on a la connaissance et le savoir, on est à même de prendre les bonnes décisions et les meilleures décisions pour nous. Yvon Bossanvo-Diengui, Jessica Medzalogo parlait tout à l'heure évidemment de ce que nous connaissons, à savoir que les cancers du sein et du col de l'utérus sont les cancers les plus répandus chez les femmes, notamment en Afrique. En Afrique, on parle beaucoup du cancer du sein, mais peut-être pas trop du cancer de l'utérus. Et Jessica Logo a fait le lien, évidemment, entre ce cancer de l'utérus et ce qui peut être à l'origine. Parce que dans la compréhension de certaines femmes, on a l'impression qu'elles pensent que le cancer de l'utérus
arrive comme ça, alors qu'il y a un ensemble d'éléments qui ont été mis en relief par Jessica Meza Logo tout à l'heure, qui nous montrent qu'une mauvaise hygiène de vie, des habitudes sexuelles mal contrôlées peuvent évidemment être à l'origine du cancer de l'utérus. Donc, c'est un travail qu'il faut faire en amont pour davantage conscientiser la jeune féminine. Mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voyez l'acronyme HSE, encore qu'il y a 2 S, c'est hygiène, sécurité, santé, environnement. Et même environnement, on va laisser le côté environnement, protection de la nature, on va prendre l'environnement même de travail. Et donc, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect justement hygiène. Et comme je vous disais, au sein des entreprises, enfin certaines entreprises, surtout certaines multinationales, il y a des secteurs dédiés uniquement pour la sécurité santé au travail. Aujourd'hui, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et je voudrais revenir aussi sur un point. Pendant le lancement de la campagne People for Boobs, il y a eu quelque chose que j'ai trouvé formidable parce qu'on a donné la parole aussi aux jeunes, donc aux jeunes femmes. D'accord. Et je peux vous assurer que Jessica a soulevé un point, effectivement, parce qu'il y a des femmes qui disaient oui, il y a la honte, parce qu'il y a des femmes qui, surtout la dame qui a témoigné, je vous dis son nom. Oui. Par exemple, effectivement, on dit non mais c'est pas possible, non, et finalement, à un moment il faut l'accepter. Mais lorsque les jeunes ont parlé, là encore, il y a aussi une autre façon de voir les choses. Parce que je me rappelle, il y a une jeune fille qui disait oui, non, mais nous, on n'a pas besoin de se faire dépister parce qu'elle se dit moi, je suis encore jeune et j'ai toute la vie devant moi, donc non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a aussi un autre facteur qu'elle a soulevé, la peur. Parce que si jamais je me fais diagnostiquer, parce que ce n'est pas seulement forcément sur le cancer. Aujourd'hui, on parle aussi du VIH. Il y a des gens, on leur dit oui, c'est jamais, va quand même. Non, 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 je préfère ne pas savoir. Ben si, il faut savoir. Comme ça, au moins, peut-être qu'on pourra agir à temps et ainsi de suite. Donc la question, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser tout ce monde? Vous voyez? Et c'est pour ça que je disais que, très honnêtement, ce qui s'est fait lors de cette campagne, moi je trouve que c'est audacieux. Parce qu'à chaque fois, on va vous dire oui, mais il faut parler à une certaine catégorie de personnes. Mais une femme, ça commence avec un bébé, une jeune fille qui vient de naître. Elle va devenir une femme plus tard. Donc, et même là, les cancérologues qui sont venus parler nous disaient même que, enfin, moi je l'ai appris, que en fait, les enfants sont même plus susceptibles d'avoir un cancer que les adultes. Pourquoi? Parce que les cellules sont encore saines. Or, le cancer, les tumeurs s'attaquent justement aux cellules qui sont encore viables et plus saines. Donc, forcément, plus la cellule est saine, plus le cancer va se développer de façon plus virulente. Voilà, plus virulente. Donc, cette campagne, et c'est pour ça que je dis que cette campagne ne s'adressait pas juste aux femmes, il y a tout un pan de la société qui est concerné. Vous voyez? Et même d'ailleurs, les cancers du sein ne concernent pas d'ailleurs que les femmes. Les cancers du sein concernent aussi les hommes. Là, il y a eu, je crois, un article, je crois, qui est sorti la semaine dernière, où on a encore détecté, je crois, 30 ou 40 cas de cancer du sein chez les hommes. Donc, je pense qu'on doit élargir justement ce champ pour dire qu'il faut faire attention. Dépistez-vous. Là, demain, on entre en novembre. On va avoir novembre bleu aussi. Et ça va être encore la même chose. Il faut tout le temps marteler, 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 marteler. Parce que pour le moment, on fait ça. Maintenant, sur le terrain, il va aussi y avoir, nous, en tant que responsables HSE, on est obligé de dire aux gens, faites attention, voilà ce qu'il faut faire, voilà, 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 voilà. En tant qu'ayant une expertise en sécurité santé au travail, lorsque on nous appelle sur le terrain pour faire des audits ou des inspections, on dit, mais attention, parce que ça, vous pouvez être exposé à ceci, à cela. Nous, c'est notre boulot de le faire. Maintenant, vous avez Jessica qui aussi fait sa part des choses, mais je pense que c'est en mutualisant tous ces efforts qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, ça va
le message va passer. Jessica Bezalogo, alors People for Boobs, campagne lancée le 4 octobre 2025, elle va donc s'achever, on est le 31 octobre de cette année 2025 dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins. On est toujours en train de parler de prévention ou de dépistage. Alors on sait que la famille, on le dit, c'est la cellule de base de la société. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité aujourd'hui qu'il y ait une réappropriation justement de cette détermination à lutter contre les cancers féminins au sein de la cellule familiale? Oui, pour moi, ça commence vraiment au sein de la cellule familiale et c'est une raison pour laquelle aussi on a voulu cibler la jeunesse cette année, les jeunes filles, mais les jeunes garçons aussi, parce que tout le monde est concerné. Quand une femme est malade, c'est toute la famille qui est malade, c'est le père, le frère, le grand-père, tout le monde est engagé dans la lutte et il faut donc adresser tout le monde et il ne faut pas oublier aussi que les jeunes garçons sont vecteurs de transmission du papillomavirus, qui est la principale cause des cancers du col de l'utérus. Donc tout le monde doit être engagé dans la discussion et tout le monde doit devenir finalement un ambassadeur de la prévention au sein de sa famille. Je voudrais que vous insistiez sur le papillomavirus. Voilà, ouais. parce que j'ai lu récemment évidemment ce que ça représente en termes de danger. On revient toujours à cette espèce d'incompréhension ou d'idées reçues ou de méconnaissance de la réalité des choses par rapport aux pratiques sexuelles qui finalement représentent une véritable menace pour la société, notamment chez les jeunes, même chez les adultes, puisque lorsque la maladie du sida, lorsque le VIH est apparu, on a trouvé comme alternative soit l'abstinence ou le port du préservatif. Voilà. Aujourd'hui, le port du préservatif est devenu la solution miracle dans plusieurs cas. Alors que certaines pratiques sexuelles, malheureusement, les scientifiques démontrent que certaines pratiques sexuelles sont très dangereuses et peuvent être responsables de bien des dégâts. Donc, je n'ai pas envie d'aller dans le détail, oui, je crois que vous mais m'avez pour compris. le redire, donc la principale cause du cancer du col de l'utérus, c'est le HPV, donc le papillomavirus humain. C'est un virus qui est sexuellement transmissible. Et donc, c'est ce virus qui sera responsable plus tard de cancer du col de l'utérus. Et donc, c'est important de faire la promotion d'une bonne hygiène sexuelle et d'encourager les jeunes à se protéger. Le port du préservatif reste encore le moyen le plus fiable pour se protéger des IST et MST. Oui. Mais les scientifiques démontrent qu'il faut quand même faire attention parce que, bon, je vais le dire, un cunnilingus ou une fellation, ça représente un véritable danger. Toutes les voies sexuelles, ce n'est pas seulement les rapports voilà. de pénétration, que ce soit des rapports bucco-génitaux, voilà. des rapports oraux. Toutes les voies sont ouvertes pour la transmission du virus. Donc ce n'est pas seulement par la pénétration sexuelle. Oui. Voilà, donc il y a une véritable... Il y a une hygiène sexuelle aussi à avoir. C'est vrai, le port du préservatif, mais aussi ne pas multiplier les partenaires sexuels et ne pas avoir de pratiques sexuelles à risque. Est-ce que justement, le blocage ne se fait pas aussi à ce niveau? C'est-à-dire que les gens ont du mal à faire le lien entre le papillomavirus voilà, et les cancers du col de l'utérus, par exemple. Où est le lien? Ils se demandent où est le lien, en fait. C'est un virus qui entraîne une transformation anormale des cellules du col de l'utérus plus tard. Et ce n'est pas immédiat. On peut très bien avoir contracté le virus il y a 15 ans et ce ne sera que 15 ou 20 ans plus tard qu'il va se réveiller et commencer à engendrer des transformations des cellules du col. C'est un virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. C'est vraiment le message à faire passer et à transmettre. Le col du sein est différent. Le cancer du sein va être différent. Ça peut être il y a des raisons héréditaires, il y a des raisons d'hygiène de vie, de facteurs environnementaux, d'alimentation. Le cancer du sein est un peu plus complexe en termes de sources, mais de ce qu'on sait aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est dû principalement à cette contamination au virus du papillomavirus. Et c'est un virus qui se répand très vite et plusieurs
personnes sont atteintes parfois de ce virus sans le savoir, d'où Oui, la c'est nécessité de un virus diagnostiquer. qui est indétectable. On n'a pas de, voilà, on vit avec le virus sans le savoir qu'on l'a en fait. Hein. Il ne s'exprime pas, au quotidien. Donc sans avoir fait des examens poussés, on ne sait pas qu'on est atteint de ce virus. Et d'ailleurs, les stratégies, bon, je ne suis pas médecin, je me permets d'avoir cette discussion en tant que femme qui a un suivi gynécologique. Et d'ailleurs, les moyens de détection du cancer du col de l'utérus ont un peu évolué ces dernières années. Avant, on faisait le frottis qui nous permettait de savoir si on a des lésions au niveau du col ou pas, si nos cellules sont normales ou pas. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, maintenant, on fait un test direct du virus. Donc maintenant, au lieu de juste voir si on a les lésions, on va plus en amont et on fait la détection du virus. Donc aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, on sait si on est positif ou pas au papillomavirus, ce qu'on ne savait pas par le passé. Par le passé, on savait juste au moment où les cellules sont déjà anormales et on est déjà, le col est déjà atteint. Aujourd'hui, on peut savoir si on a le HPV ou pas. Alors, dans nos familles, on revient à la cellule familiale, dans nos familles, aujourd'hui, il est plus qu'important que le tabou lié à la sexualité tombe. On sait que c'est un sujet qui est souvent tabou dans nos sociétés africaines, contrairement aux sociétés occidentales. Aujourd'hui, avec une jeunesse qui est sexuellement active très tôt, la sexualité ne peut plus être un sujet tabou dans nos familles. Oui, il faut qu'on en parle, il faut qu'on brise les tabous, d'autant plus qu'on a aujourd'hui un vaccin contre le HPV, mais qui ne concerne que les enfants en dessous de 12 ans. Donc aujourd'hui, c'est important. Mais d'ailleurs, j'ai une amie justement qui m'a passé un coup de fil ce matin et qui revenait de la clinique avec sa fille de 13 ans qui s'est fait vacciner. Donc aujourd'hui, on a les moyens de prévention pour nos enfants. Donc moi, j'ai 2 enfants de 12 ans et donc cette année, je vais les faire vacciner. J'y pense, je vais le faire parce qu'on a des outils qui nous permettent de prévenir le cancer chez nos enfants qui vont devenir de futurs adultes. Donc c'est d'autant plus important d'avoir cette discussion dans le giro familial et très jeune, même avec des préadolescents, pour leur expliquer les risques auxquels la sexualité peut exposer, les encourager à avoir une bonne hygiène de vie sexuelle et aussi les protéger. Pourquoi pas en les vaccinant. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de campagne de vaccination publique, ça reste encore assez cher dans notre environnement. Mais si on a le pouvoir et les moyens de vacciner nos enfants, je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. Alors, Yvon Boussavon-Diengui, on a parlé de prévention, de la nécessité d'accentuer les diagnostics à travers les dépistages. Il y a évidemment le troisième point en lien avec la prise en charge des malades, des femmes ou des hommes identifiés comme étant porteurs d'un cancer, de la prostate ou du sein ou du col de l'utérus. Et là, vous revenez, vous insistez surtout sur la nécessité pour le gouvernement de véritablement s'attaquer au mal à la racine. C'est bien le constat qui est fait chaque année, c'est que le mois d'octobre, généralement, lorsque l'on voit des actions qui sont menées dans les médias, à la télé notamment, ce sont des campagnes de fitness. Bon, c'est bien le fitness, mais bon, le fitness, c'est un jour. Est-ce que vous, en termes d'efficacité, de prise en charge des malades... Mais oui, mais vous savez, ça a été dit tout à l'heure, Jessica l'a dit, c'est Octobre Rose, c'est pas juste une journée ou un mois, c'est toute l'année. Parce que la maladie n'attend pas octobre pour se manifester ou pour... voilà. Donc, il faudrait déjà qu'on se dise que oui, c'est vrai que c'est un mois dédié, octobre, c'est le mois dédié au cancer féminin, comme septembre qui est dédié au cancer... novembre. Non, septembre est dédié au cancer infantile. D'accord. Okay. Donc c'est septembre nord. D'accord. On a octobre qui est dédié au cancer féminin, donc octobre rose, et on a novembre qui est dédié au cancer masculin, donc novembre bleu. Mais en fait, il faut que ce soit toute l'année. Ça, c'est le premier point. Comme je disais, on a un paradoxe. Tout à l'heure, je parlais par exemple, des cancers professionnels. Est-ce que aujourd'hui, vous avez dit justement, vous avez parlé de la prise en charge, mais la prise en charge, elle doit se faire parce qu'on a détecté un cancer. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à récemment, la liste des maladies professionnelles reconnues par la CNSS
D'abord, cette liste, elle datait de 1967. Et elle a été mise à jour dernièrement parce qu'il y a le décret 0364, 364 ou 367 qui a été signé le 18 septembre 2024. Et donc qui adopte justement la nouvelle liste des maladies professionnelles. Donc on a une liste des maladies professionnelles qui datait de 1967. Ça veut dire que même si vous avez contracté certaines maladies sur votre lieu de travail, ces maladies ne seront pas prises en compte comme des maladies professionnelles. Voilà là où on en était arrivé. Donc vous comprenez que la personne qui va effectivement par exemple, contracter un cancer sur son lieu de travail, c'est vrai, il va peut-être avoir une prise en charge, mais ça c'est dans le cadre de, je crois, la CNAMGS, mais ça ne sera pas pris en compte comme une maladie professionnelle. Et c'est ça justement qui est à un moment donné irritant. Et c'est un paradoxe. Parce que vous vous dites, mais c'est sur mon lieu de travail que j'ai contracté cette maladie, mais personne ne prendra jamais ça en charge. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut des fois qu'on s'assoie avec les décideurs pour dire, là ça ne va pas, voilà ce qui peut être fait. Jessica, tout à l'heure, a même m'a devancé par rapport justement au vaccin. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, par rapport aux antirétroviraux, les antirétroviraux pour les cas de VIH seront gratuits, je crois, au Gabon jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas, d'après je crois, une note du ministère de la Santé. Mais ces vaccins contre justement pour la prévention des cancers, ils existent. Mais effectivement, ils sont encore excessivement chers. Pour certaines poches, c'est cher. Or, il faudrait peut-être que les décideurs prennent ce problème à bras le corps pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut subventionner ça, comment est-ce qu'on peut faire ceci pour qu'on en arrive aussi au fait que ces vaccins puissent être à la portée de tout le monde. Donc voici par exemple des pistes de réflexion. Parce que on se dit des fois qu'il y a des choses qui n'existent pas. Si, en fait, ça existe, mais seulement, bon, ça prend des fois du temps dans l'effectivité. Et c'est ça, justement, notre rôle aussi en tant que HSE, de donner aussi des pistes de solutions. Et comme je le dis souvent, le HSE, ce n'est pas juste, parce que la plupart du temps que vous allez parler avec des personnes, on va vous dire, oui, mais le HSE, ce n'est que dans le secteur privé. Non, le HSE s'applique aussi dans la fonction publique. Dès qu'il y a un travail qui est effectué, dès qu'il y a une tâche qui est effectuée, la sécurité santé-travail aussi s'impose. Et là, il y a évidemment la nécessité pour le gouvernement de pouvoir apporter davantage de solutions face à ce problème de santé publique, les cancers féminins ou masculins, puisque demain c'est le 1er novembre. Il y a une unité dédiée dans le cadre de la prise en charge des personnes atteintes de cancer au nord de Libreville, notamment, mais on parle de problèmes d'insuffisance de médecins spécialistes, des spécialistes dans ce domaine-là, ou de nombre de lits pour la prise en charge. On a vu certains parents appeler le gouvernement à se pencher sérieusement sur cette prise en charge récemment, ce mois d'octobre, sur les réseaux sociaux, qui ont dénoncé certains cas, parfois des gens qui avaient du mal véritablement à pouvoir joindre les deux bouts, parce que la prise en charge d'un malade souffrant de cancer pèse énormément pour les familles. Donc il faut réorienter, selon vous, la campagne de lutte contre les cancers féminins dans notre pays, davantage insister sur les deux premiers volets, celui de la prévention et des dépistages, pour éviter justement qu'en aval, on se retrouve avec un nombre important de personnes atteintes des cancers. Mais bien sûr, mais de toute façon, ça a été dit, ça a été résumé par Jessica tout à l'heure. Elle a parlé et je pense que vous l'avez aussi abordé, les risques liés à une sexualité, on va dire, débridée et ainsi de suite. Si déjà, on n'arrive pas à faire des campagnes de prévention, de sensibilisation auprès des jeunes, parce que aujourd'hui, la plupart des campagnes, on va vous dire octobre rose, cancer féminin, et on va aller peut-être dans un ministère, dans une entreprise, et on va faire une petite communication, ok, ça passe.
Voilà pourquoi je vous ai dit, moi, ce qui m'a plu, par exemple, dans la campagne People for Boobs, c'est ça. C'est parce qu'il y avait toutes les tranches de la société qui étaient représentées. Et la parole a été donnée aux jeunes. Il y avait tout un panel que des jeunes. Et je pense même qu'il y a eu des influenceuses qui ont même été invitées pour justement parler de certaines choses, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Voilà. Et non seulement ça. Et l'une des originalités, c'est qu'en plus, la campagne était en direct sur, je crois, Instagram. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient depuis le Sénégal, la France, qui me disaient « Ah, mais c'est en train de passer en direct ». Parce que justement, c'est ça. Aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens pour pouvoir atteindre certaines cibles. Parce qu'on se dit souvent, bon, ça va, c'est une histoire qui concerne les femmes. Non, ça concerne aussi nos enfants. Et ça a été dit tout à l'heure. Ça concerne nos enfants. Et le pire, par exemple, après les explications de Jessica, je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Le cancer de l'utérus, notamment lorsqu'il y a relation sexuelle, vient d'abord du garçon. Donc si déjà on ne sensibilise pas aussi nos enfants, donc nos garçons, il y a un problème. Parce qu'on va toujours sensibiliser les femmes, mais alors qu'en fait, dans certains cas, celui qui est à l'origine, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Donc il faut aussi que cette campagne aille aussi dans nos établissements scolaires, avec nos enfants, pour pouvoir vulgariser au maximum. Et ça, c'est, comme je disais, c'est un peu aussi notre rôle en tant qu'HSE de faire aussi ce boulot, mais nous, en entreprise, pour dire, allez sensibiliser aussi vos enfants par rapport à ça. Voilà. D'accord. Alors, Jessica Mezzalogo, alors, on est le 31 octobre. S'il vous fallait faire le bilan justement de cette campagne People for Boobs pour le compte de l'année 2025, quel serait ce bilan? Avez-vous touché les cibles souhaitées? Comment est-ce que ces cibles, ces populations ont-elles réagi? Est-ce que les PEPO, les deux qui ont été savamment préparés, ont égayé les palais de ce qu'ils ont acheté pour lutter contre ces cancers féminins. Est-ce que les deux associations que vous avez identifiées, elles sont satisfaites de la campagne? Alors pour 2025, donc, cette campagne, on l'a lancée en 2023. Et cette année, en 2025, on est très heureux parce qu'on a eu plusieurs partenariats avec des grandes entreprises qui nous ont accompagnés, dont je tiens à citer leur nom parce que c'est vraiment des entreprises très engagées dans l'accompagnement des femmes. Donc on a Perenco, sa filiale gabonaise et Perenco Group en Europe, Canal Plus Gabon et GVA Gabon qui nous ont accompagnés en achetant... Donc ce sont des entreprises, on va dire, citoyennes, ce sont des entreprises qui se mobilisent pour la cause commune face à un problème de santé publique. Exactement. Bon, ça passe. Via le canal People for Boobs qui ont acheté plusieurs milliers de pots pour ensuite les offrir ou à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Et cet argent, ça va nous permettre de reverser les bénéfices aux associations. Donc, sur le plan financier, on est très contents cette année parce qu'on a pu tisser ces partenariats. Par le passé, les années précédentes, on n'avait pas eu d'acteurs engagés, de grandes entreprises engagées. On vendait les pots à nos clients dans les supermarchés, etc. Mais cette année, on a vraiment eu des précommandes qui nous ont permis de mobiliser, jusqu'à maintenant, on est à peu près à 3 millions. On a permis de mobiliser cet argent-là pour les associations. Donc on est assez content des retombées. On a eu aussi beaucoup d'impact, beaucoup de retombées en termes de beaucoup de personnes touchées par la campagne, touchées par le message. La journée de lancement, on a réuni à peu près 300 personnes à la Chambre de commerce, on en a dépisté 30 et à travers notre campagne sur tous les réseaux sociaux, on a touché plus de 100 000 personnes pendant le mois d'octobre, qu'on a pu sensibiliser au message, aux bons gestes d'autopalpation, aux risques, comment se protéger, comment, comment se diagnostiquer à la maison. Donc, on a touché, en termes de résultats, on est content de la cible qu'on a pu toucher en termes de nombre et aussi des résultats financiers. Mais il y a encore le travail, il y a beaucoup de travail qui reste encore à faire. Il faut dire que la lutte contre les cancers féminins, elle est sur plusieurs strates. C'est vrai que nous, on se positionne en amont sur la prévention et la sensibilisation, parce que c'est ça qui permettra, dans les années à venir, de faire baisser les nombres de femmes qui se retrouvent
atteintes ou en phase terminale de maladie, en tout cas qui se font dépister très tard. Mais bien sûr, il y a aussi la lutte au quotidien. Quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour accompagner les femmes qui luttent avec le cancer? Malheureusement, on a vu beaucoup effectivement de témoignages ce mois-ci de femmes réellement en souffrance, pas assez de médecins au centre de cancérologie, pas assez de places, le non-accès aux médicaments, des problèmes avec la CNAM-GS qui ne rembourse pas les médicaments. Donc les malades ne peuvent plus se faire servir les médicaments dans les pharmacies. Donc il nous faut aussi de la cohérence dans les politiques de santé publique et une vraie prise en charge de la maladie. Et Octobre Rose aussi sert à ça, en fait, sert à faire entendre toutes ces voix-là. C'est le mois dédié à entendre les voix des malades, faire remonter les difficultés de ces malades-là. Je sais j'ai vu beaucoup aussi de contre-campagnes, un peu de voix qui s'élèvent sur un peu du pinkwashing. Comme si Octobre Rose, c'est le rose, c'est la fête, etc. J'ai envie de dire que chacun fait sa part. Je ne suis pas moins consciente des difficultés que les femmes qui vivent avec le cancer aujourd'hui, comment elles vivent, les conditions dans lesquelles elles vivent. On en a pleinement conscience et chacun fait sa part. Et je pense que voilà, une goutte plus une goutte plus une goutte, ça fait un océan. Mais justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser pour apporter davantage de la consistance à ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous, les petits pots de Logoué, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort depuis quelques années maintenant et de vous draper de cette espèce de manteau d'entreprise citoyenne. Et votre souhait, c'est de faire en sorte que d'autres entreprises, peut-être plus grandes que la vôtre ou de même rayon que la vôtre, puissent également emboîter le pas, élargir le spectre pour qu'il y ait davantage justement d'entreprises qui puissent se mobiliser pour la cause. C'est vraiment ça aussi le message et l'idée derrière Octobre Rose, c'est de montrer l'exemple. Quand une entreprise s'engage, ça donne l'exemple à une autre, ça donne l'envie à une grande entreprise de s'engager aussi et ça fait un effet boule de neige. Et donc il faut continuer à parler des cancers, il faut continuer à sensibiliser pour avoir de plus en plus d'entreprises engagées, de personnes engagées et voilà, inciter toute la communauté à se mobiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On a conscience que seul, on ne résout pas. La campagne People for Boobs, en aucunement ne résout les problèmes du cancer. On en a bien conscience, mais on fait notre part. On apporte notre contribution. Et si chacun, comme ça, à son niveau, à son échelle, apporte sa contribution, on aura des résultats et les conditions de vie des femmes vivant avec le cancer vont s'améliorer et j'en ai aucun doute. Mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et on doit être exemplaire, on doit montrer l'exemple et en inspirer d'autres. Merci Jessica Benzaodogo, c'était également votre mot de fin puisqu'il nous reste 3 minutes avant de mettre un terme à l'émission. Le temps pour moi de passer la parole à M. Yvon Moussavou-Ndiengue également pour sa conclusion et cette lutte qui doit continuer dans l'espace professionnel, vous l'avez dit, pas qu'au privé mais également dans la fonction publique. Oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on martèle le message. Et c'est un des principes qu'on a en HSE. Il faut marteler tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe à la limite. Et que les gens se disent « Ah ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon, on y va ». Moi, mon mot de fin, ça sera que, comme on dit souvent en anglais, United we stand, divided we fall. Donc il faut qu'on soit soudés. C'est en étant soudés. Vous pouvez traduire s'il vous plaît pour que. Unis on est plus fort et divisé, on tombe. Merci. Comme je vous ai dit, moi, lorsque on m'a contacté pour la campagne People for Boobs, je me dis bon, ok, encore une campagne de plus. Et finalement, je me suis retrouvé déjà avec une personne formidable. Et aujourd'hui, sur la page WhatsApp de notre cabinet, sur la page Instagram, sur la page TikTok, enfin sur tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a une information des petits pots de Logoué ou dès qu'il y a un sujet qui est posté par les pots de Logoué, on le republie aussitôt. Parce que je me dis, c'est comme ça qu'on va avancer. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on se dise, et c'est ça qu'on a ce petit ego de se dire non, eux ils font leurs choses, moi je ne fais pas ça, et puis non, ça ne sert à rien en fait. Donc,
plus on sera soudé, plus je pense on va aller, on pourra combattre justement les cancers quels qu'ils soient masculins, féminins, mais il faut d'abord qu'on soit soudé. Si quelqu'un a posé un acte, ok, soutenons-le. Ne pas se dire, ah non, non, mais Jessica, elle a fait ces choses à côté, moi je ne veux pas être avec elle. Ça ne sert à rien en fait. Donc être unis, Être unis. unir les efforts évidemment Voilà. pour être plus efficace dans cette stratégie de prévention, de sensibilisation, emmener les populations à pouvoir se faire dépister, hommes comme femmes, parce qu'on rappelle évidemment que les hommes ne sont pas à l'abri de contracter ou d'avoir des cancers évidemment. Et demain commence le mois de novembre, le 1er novembre, c'est Novembre bleu, un mois dédié donc à la lutte contre les cancers masculins, et le plus connu est le cancer de la prostate. Donc, messieurs, vous êtes invités à vous mobiliser, à être debout comme un seul homme, comme on le dit, pour pouvoir vous faire dépister et prévenir, comme on le dit à la santé, mieux vaut prévenir que guérir. Jessica Mezzalogo, merci beaucoup. Vous êtes directrice générale des Petits Pots de Logoué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et ce sera avec un plaisir affirmé qu'on vous retrouvera prochainement sur Télé Africa pour continuer à nous parler de lutte contre les cancers féminins, mais également des petits pots de Logoué, c'est important. Avec grand plaisir. Merci également à vous, Yvon Moussavou Diengui, directeur général du cabinet Zil Conseil. Merci d'être passé. Merci beaucoup de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur votre chaîne.